Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma a été officiellement investi ce samedi. Il devrait annoncer son nouveau gouvernement ce dimanche. Nous reviendrons sur les nouveaux enjeux du pays dans cette édition. Mohamed Ould Abdelaziz, le président de l'Union africaine, s'est rendu ce vendredi à Kidal au Mali. À l'issue d'une réunion entre représentants des groupes armés et du gouvernement, un accord de cessez-le-feu en 5 points a pris effet dès la signature. Et enfin, en Tunisie, le Premier ministre Mehdi Joma se mobilise autour du dialogue économique, mais ce dernier semble mis à mal. L'UGTT et le Front populaire ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas au dialogue. Le président Jacob Zuma a officiellement été investi pour un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud ce samedi 24 mai. Il a été reconduit ce mercredi par les députés, mais quelles seront les grandes lignes de sa présidence? Élément de réponse avec Thierry Noir. Après la victoire de l'ANC le 7 mai, son leader Jacob Zuma a été reconduit à la tête de l'Afrique du Sud. Ce samedi se déroule donc la cérémonie d'investiture du président, un rassemblement qui devrait attirer l'attention de l'opposition et la communauté internationale en raison d'une cote de popularité mitigée du président sud-africain. Malgré ces problèmes internes, les leaders africains étaient présents au rendez-vous pour apporter leur soutien. Le soutien de l'extérieur et notamment de tous les pays d'Afrique qui ont été, des chefs d'État d'Afrique qui ont été invités, c'est toute une symbolique quand même parce que c'est la reconnaissance que l'Afrique du Sud est une véritable démocratie et peut être, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fer de lance du continent africain. Et pour assumer cette position, le pays doit s'améliorer sur les plans économiques et sociaux. Dans son discours, il a bien spécifié que les priorités, ça serait d'accélérer les réformes en ce qui concerne le social et l'économique et surtout le social, et d'améliorer les routes, d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Mais rien d'étonnant à ce qu'on entende ce genre de discours parce que, comme il dit, en 20 ans, il y a des choses qui ont été accomplies, mais malheureusement, c'est pas assez et il faut vraiment accélérer le processus de transformation. À noter également qu'aucun chef d'État occidental n'a été invité à cette cérémonie. Un signal fort de la volonté de Jacob Zuma d'une unité africaine, un retour au cogito africain. C'est vraiment pour montrer que finalement l'Afrique du Sud veut se projeter comme le pays moteur de l'Afrique et il est encore question à nouveau de cette problématique pour rendre l'Union africaine encore plus performante et finalement l'Afrique du Sud demande à ce que tous les pays africains s'unissent pour régler les soucis qu'il y a sur le continent africain, donc les guerres, mais et également la lutte contre le terrorisme. Tant d'enjeux majeurs qui seront rappelés tout au long de cette journée à Pretoria, un rassemblement pour le changement, un rassemblement pour l'Afrique. Élections législatives le 25 juin prochain en Libye. Le Congrès général national libyen décrié pour avoir unilatéralement rallongé son mandat jusqu'en décembre 2014 met fin à la confusion autour de la date du scrutin. La présidence du Congrès a appelé par ailleurs les commissions parlementaires à se réunir pour préparer la passation du pouvoir au futur Parlement. Le gouvernement malien et les groupes armés du Nord Mali ont signé un cessez-le-feu ce vendredi. Les parties ont convenu de la cessation des hostilités sur toute l'étendue du territoire national et d'appliquer l'accord de Ouagadougou pour une reprise immédiate des négociations. Les précisions d'Aminata Diak. Cessation des hostilités entre Bamako et 3 groupes armés présents dans le Nord Mali. Sous la supervision du président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, le gouvernement malien a signé ce vendredi un cessez-le-feu avec le mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le mouvement arabe de l'Azawad, après de violents combats les opposants à l'armée malienne depuis plusieurs jours à Kidal, à Songo et Menaka. Cependant, l'accord exclut le retrait des groupes armés de leur position dans les villes occupées. Il s'agit d'un accord sur un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas d'un accord sur le règlement du conflit qui oppose l'Azawad au gouvernement du Mali. Il s'agit de mettre fin à la violence et de ramener le calme dans les zones qui ont été touchées par les affrontements. Il ne s'agit pas de céder une quelconque position. Certains spécialistes estiment qu'il faudrait beaucoup de temps pour que la crise dans le Nord Mali soit résolue.
va se résoudre dans le nord du Mali. Je pense que la première erreur qui a été commise à la fois par Serval, la force française, et puis après par la MISMA, c'est de n'avoir pas désarmé les troupes rebelles et puis djihadistes et autres. Il faudra encore beaucoup de temps pour que la crise soit complètement résolue. Malgré les circonstances assez floues et ambiguës des derniers combats, que ni la communauté internationale ni la communauté africaine n'ait pris justement la mesure du danger que constituent ces groupes armés pour le Mali. Les autres points de l'accord concernent la libération des prisonniers, la facilitation des opérations d'aide humanitaire et la mise en place d'une commission internationale d'enquête relative aux événements survenus. Le 23 mai est célébrée chaque année la journée mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale, une maladie qui affecte environ 2 millions de femmes et de filles dans les pays en développement. Et pour pallier ce fléau, en République démocratique du Congo, par exemple, les médecins de l'hôpital de Panzi soulignent le besoin d'une sensibilisation accrue. Les explications avec Karine Lobonzadio. À l'hôpital de Panzi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, une patiente souffrant de la fistule subit une opération de chirurgie réparatrice. Pour marquer la journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales, les médecins ont décidé d'organiser une campagne de sensibilisation de la maladie et offrent des opérations de chirurgie reconstructive à de centaines de patients de la région. Ces femmes sont exclues, rejetées. C'est pour ça que je compare cette pathologie à la lèpre à l'époque, parce que en fait, ce sont des femmes qui sont rejetées par leur communauté du fait qu'elles perdent les urines et les matières fécales. Et elles ont en fait une odeur insupportable. Et souvent, les personnes qui les entourent, au lieu de les soutenir, ils les rejettent. On estime à 2 à 3 millions de femmes et de jeunes filles dans le monde souffrant encore de la fistule, maladie se caractérisant par l'incontinence, et plus de 50 000 nouveaux cas recensés chaque année ici en RDC. Nima Chiwungu, porteuse de la maladie, a appris à vivre avec ces contraintes. Lorsque j'ai eu la fistule, les gens ont commencé à me fuir car je dégageais une odeur nauséabonde. Je ne pouvais ni aller à l'église ni sortir de chez moi. C'est lorsque je suis arrivée à l'hôpital de Panzi que j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Ici, je suis bien traitée, de même que toutes les femmes qui souffrent du même mal que moi. L'hôpital de Panzi, en plus de redonner espoir et dignité aux patientes, est l'un des seuls centres du pays offrant des soins aux femmes. Aussi, certains experts de la santé s'indignent de plus en plus du manque d'intérêt des donateurs pour la maladie, contrairement aux pathologies comme le VIH-Sida ou le paludisme, qui génèrent chaque année un investissement toujours plus accru des autorités sanitaires. Le groupe immobilier marocain Alliance va construire le pôle urbain de Diamniadio au Sénégal. Ce pôle urbain de 40 000 logements et d'une superficie de 1946 hectares sera une nouvelle ville avec un centre international de conférences, 10 grands hôtels dont un de 5 étoiles, un pôle ministériel, la deuxième université de Dakar, un pôle industriel et commercial et enfin un pôle pour le sport et les loisirs. Le déficit commercial de la Tunisie régresse au premier trimestre 2014. Et pour faire face à une situation économique jugée alarmante, le Premier ministre Mehdi Jouma organise le 28 mai prochain un dialogue économique qui réunira les forces vives de la nation. Mais le processus de consultation nationale est boycotté par certains. Les explications de Flore Onissa. Les finances publiques en Tunisie sont au plus bas. Le gouvernement a dû avoir recours à des mesures exceptionnelles pour couvrir les salaires du mois d'avril. La Tunisie est aujourd'hui à la recherche de plus de 270 millions d'euros d'ici fin juillet 2014 pour couvrir ses dépenses. Après la révolution, on a pris conscience que la situation économique est désastreuse. Et bien entendu, au cours des 3 dernières années, notamment avec la gestion qui est elle aussi désastreuse de la Troïka, les choses ont empiré. On a fait jusque-là un effort de redressement politique assez satisfaisant. Il reste l'effort économique à faire. Le gouvernement Mehdi Jouma, qui est un gouvernement de technocrates, se devait d'organiser ce débat économique entre l'ensemble des partenaires
politiques et sociaux dans le but de trouver des solutions nécessaires et urgentes. L'appel au dialogue économique formulé par le Premier ministre Mehdi Joma doit avoir lieu fin mai. Le Front populaire, qui regroupe une douzaine de partis politiques et associations de gauche, nationalistes et écologistes, ainsi que de nombreux intellectuels indépendants, s'y opposent. Ce dialogue économique n'est qu'une couverture politique pour faire passer des décisions et mesures graves dictées par les institutions financières internationales, ce qui peut entraîner une explosion sociale. Les autorités tunisiennes comptent notamment sur le tourisme pour relancer l'économie. Après une chute vertigineuse, ce secteur clé a connu une légère hausse au premier trimestre 2014 par rapport à la même période en 2013. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.